Mesdames, Messieurs, chers amis agricultrices, je vous accueille au sein du studio de Canal C pour notre congrès 2021. Le thème choisi par le bureau UAW pour cette assemblée est le numérique, un thème qui, dans la société d'aujourd'hui, est incontournable. La crise sanitaire vécue en 2020 et qui se poursuit actuellement a déjà démontré les services que peut rendre le numérique en matière de travail, de communication sans contact, de commerce, etc. Mais qu'en est-il de l'agriculture? Quel est l'intérêt du numérique dans notre profession? C'est ce que nous allons développer lors de cette matinée avec nos différents intervenants. L'agriculture numérique s'appuie sur 3 fondamentaux: la gestion de l'information, l'agriculture de précision et l'automatisation. Elle représente l'application moderne des technologies de l'information et de la communication dans le domaine agricole. Les données agricoles étant obtenues par les capteurs, aussi bien en élevage qu'en grande culture, les systèmes de positionnement, les bases de données, les drones, la robotique, les tablettes, les GPS, etc. Si nous avons choisi ce sujet, c'est avant tout pour montrer que la transformation numérique en agriculture offre beaucoup de possibilités, mais doit aussi se faire à l'image de ses utilisateurs. Tous les outils numériques peuvent offrir de formidables innovations et être source de solutions opérationnelles. Et pourtant, beaucoup de pratiques agricoles mises en place dans le secteur peuvent déjà être considérées comme innovantes sans forcément avoir recours à la technologie digitale. Pour être au service des agricultrices et des agriculteurs, le numérique doit donc rassembler des solutions opérationnelles pour le plus grand nombre, connectées au terrain, afin que la plupart y adhèrent. Et il est également à prendre en considération que chacun choisira les solutions numériques à son image et en fonction de ses besoins pour son exploitation. Pour convaincre et être utilisée, l'agriculture numérique doit apporter une valeur ajoutée à son utilisateur, et en agriculture, on parle d'outils d'aide à la décision qui permettent une meilleure efficacité dans l'exécution du travail effectué dans son exploitation, mais également au niveau du management de son entreprise. La plupart d'entre nous n'aiment pas le risque, et si le numérique peut diminuer ce risque grâce à l'acquisition de nombreuses informations aidant à la décision, il y a de quoi séduire le monde agricole. En combinant les potentialités du numérique en matière de gestion des risques, la charge mentale endurée par les agricultrices et les agriculteurs pourrait être réduite, car c'est le risque quotidien que peut représenter nos investissements à court, moyen et long terme qui sont source de stress. Si le numérique est capable de proposer un travail potentiellement différent, qui économise du temps, de l'argent, qui permet une gestion du travail plus simplifiée, économiquement rentable, ainsi qu'une meilleure gestion agronomique, respectueuse de l'environnement, et si en plus ces moyens digitaux améliore le confort de vie, le numérique a de quoi séduire et aider le monde agricole. En effet, en mesurant des paramètres zootechniques en élevage ou des variabilités intra- et inter-parcelles au niveau des cultures par exemple, les outils numériques d'aide à la décision répondent à divers besoins de réduction des charges de travail des agricultrices et des agriculteurs, de gestion individualisée d'un troupeau, d'anticipation des problèmes sanitaires, d'optimisation des intrants, de préservation des ressources. En étant au service de l'agriculteur et de l'agriculture, le numérique permet alors d'améliorer le confort de travail en automatisant les tâches les plus contraignantes, de réduire la pénibilité mentale et physique de certaines tâches et de gagner en efficience et d'anticiper les risques. Pour de nombreux agriculteurs et agricultrices, la numérisation améliore déjà leur quotidien grâce à un accès à l'information partout et tout le temps, à l'acquisition de données en temps réel, à la rapidité d'adaptation que peut offrir le numérique dans la gestion quotidienne d'une exploitation. Par ailleurs, cette transformation numérique nécessite de relever de nombreux défis, mais pose aussi une liste de questions. Cybersécurité, protection des données, c'est une question importante à laquelle nous devons prêter une attention particulière afin de garder la maîtrise des données. Formation des utilisateurs,
parce que par un manque de maîtrise de l'outil, il y a risque de générer une fracture numérique dans le secteur. Mais malgré ces éléments de réflexion, il ne fait aucun doute que la numérisation de l'agriculture va se poursuivre et perdurer. Notre congrès, en plus, a toute son importance car il s'inscrit dans la semaine belge de l'intelligence artificielle. Alors, nous arrivons maintenant au cœur du sujet. Pour animer cette matinée, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Isabelle Jaumotte, directrice du service d'études. Elle va orchestrer cette matinée de main de maître. Isabelle, je te cède la parole. Merci Geneviève et bonjour à toutes et à tous. Alors comme indiqué par Geneviève, nous sommes réunis virtuellement parce que les conditions d'abord l'imposent, mais évidemment comment mieux illustrer la thématique qui va nous occuper cette matinée par un congrès virtuel. Évidemment, c'était sans compter sur quelques petits soucis techniques qui ont imposé que nous enregistrions cette assemblée et que nous vous la diffusions par après. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Monsieur Sébastien Waekmans, qui est administrateur délégué de Waldigifarm, bonjour. Bonjour. Et Madame Caroline de Coster et Monsieur Guillaume Fastré, tous deux agriculteurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, Monsieur Waekmans, il y a 5 ans, vous étiez déjà invité justement par l'Union des agricultrices wallonnes pour vous exprimer sur l'impact des big data et du smart farming sur les exploitations agricoles. Et à cette époque-là, vous nous aviez parlé notamment des applications mises en place au niveau de la SCAM. Aujourd'hui, vous êtes administrateur délégué de Waldigifarm, une ASBL fondée par différents acteurs du système agronumérique wallon qui a pour but de favoriser et valoriser l'usage justement du numérique dans le secteur. Et évidemment, si nous avons invité aujourd'hui, c'est pour nous parler, nous expliquer justement comment mettre en place ça au niveau notamment des grandes cultures. Je vous cède donc la parole. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc c'est un plaisir d'intervenir aujourd'hui à l'Assemblée générale de l'UAOE sur le thème de la numérisation des grandes cultures dans notre belle Wallonie. En précisant tout de suite effectivement que l'idée est de ne pas avoir une scission avec le secteur d'élevage, certainement pas, mais plus d'orienter sur le secteur des grandes cultures, donc sachant qu'en termes notamment d'échange de données, le secteur des productions végétales a du retard par rapport à ce qui peut se faire en termes de production animale. Donc j'interviens effectivement aujourd'hui en tant qu'administrateur délégué de la SBL Waldigifarm que je vais présenter, donc c'est dans les slides suivants. Mais peut-être pour repréciser un peu le cadre de mon intervention, je crois qu'il est important de donner quelques chiffres. Donc c'est par rapport à la numérisation des productions végétales en Wallonie. Pour illustrer en fait des réalités qui sont parfois très très différentes. Donc typiquement le cas des systèmes de guidage des machines en fait, qui est déjà utilisé par un agriculteur sur 2. Donc c'est dans les exploitations plus orientés vers les grandes cultures. Et même pour un agriculteur sur 6, c'est des systèmes avec des corrections, avec des précisions de presque 2 cm. Donc c'est quand même à souligner, c'est quand même en fait une fameuse avancée technologique. On a par contre en fait toute une série d'autres applications, d'autres solutions, d'autres outils numériques qui sont moins utilisés et on va en voir les raisons pour la suite. Donc tout ce qui va être gestion parcellaire, ce qu'on appelle les FMIS, qui permettent notamment d'assurer en fait une gestion de la traçabilité typiquement carnet de champs électronique, c'est utilisé par moins de 20% des agriculteurs. Stations météo connectées, donc c'est en plein développement, on reste actuellement donc, en dessous de moins de 10% des agriculteurs utilisateurs. Et puis alors, également, on a d'autres outils, applications, solutions numériques qui existent parfois en très grand nombre sur le marché, mais qui sont peu utilisées. Typiquement, le cas, c'est des applications smartphone, avec dans notre région presque 650 applications smartphone qui peuvent à la fois aider ou censés aider les activités de production végétale et animale, alors qu'on sait qu'on reste sous les 5 applications professionnelles installées sur les appareils des agriculteurs. Et puis encore juste pour donner une idée, donc la fertilisation azotée ou fertilisation tout court, en fait assistée par les satellites, qui représente en fait moins d'1% des surfaces. Alors qu'on a effectivement démarré la réflexion de manière tout à fait neutre par rapport à n'importe quel groupe il y a quelques années, c'était en 2018, on s'est posé les questions avec toute une série d'acteurs du secteur, à la fois des agriculteurs, des entrepreneurs, des agronomes, des acteurs du numérique, des développeurs de solutions, sur les raisons qui faisaient qu'effectivement on peut avoir comme ça des très très grandes différences en termes d'utilisation des outils du numérique. Et on a pu identifier 8 freins.
Alors, il y en a probablement d'autres, mais en tout cas, ces 8 freins nous apparaissent les 8 obstacles à lever pour permettre un développement harmonieux du numérique dans notre région. En précisant effectivement qu'on met le focus sur les grandes cultures de notre région. Alors, le premier frein, en fait, qui est cité quasi dans toutes les enquêtes, c'est celui du retour sur investissement. Donc, je pense que tout le monde est plus ou moins conscient qu'il y a pas mal d'applications numériques, pas toutes, mais effectivement, qui peuvent être relativement onéreuses. Et le retour sur investissement n'est pas toujours assuré. Et en tout cas, en fait, ne correspond pas souvent aux promesses qui peuvent en être faites, avec pas mal de déceptions à la clé. Alors, cette question du retour sur investissement, en fait, concerne environ 6 agriculteurs sur 10. Donc, ce sont des chiffres que je me suis permis de reprendre, des chiffres issus d'une enquête qui avait été réalisée, en fait, pour une banque du secteur, donc il y a quelques années, en fait, et qui sont toujours d'actualité. Le deuxième frein, et Madame Ligny l'a très correctement expliqué, en fait, c'est le frein lié à la protection des données. Alors effectivement, le contexte actuel, en tout cas, ouvre toute une série de questions par rapport à la protection des données dans le secteur, notamment domaine de la santé. Mais la question de la protection des données en fait dans le secteur agricole en fait est tout à fait également bien présente. Donc un agriculteur sur 2 en fait systématiquement donc la soulève comme un des freins effectivement, avec un ou plusieurs grands points d'interrogation effectivement à lever par rapport à ça, et j'y reviendrai un tout petit peu plus tard dans la présentation. Le troisième frein est lié au temps disponible. Donc effectivement, on a l'occasion de le voir également ce matin. Donc l'emploi du temps des agriculteurs est souvent assez bien rythmé et donc assez bien cadencé. Et donc effectivement, typiquement le cas en période de semis, en période de fertilisation, à partir du moment où une application ne fonctionne pas, il faut passer outre. Et donc généralement, les outils informatiques sont misés à cette occasion-là. C'est probablement lié également avec cette question du temps, c'est la complexité des techniques, qui est le quatrième frein, sachant qu'il reste encore beaucoup trop d'outils qui sont pas suffisamment intuitifs, effectivement, mais qui demandent, en fait, qui s'avèrent in fine en fait trop complexes et qui font que les utilisateurs potentiels en fait s'en éloignent assez rapidement. Alors, j'en parle également pour le système agricole, j'en parle pour le secteur agricole, pardon. C'est valable tout système confondu, donc ça c'est bien précisé. Le cinquième frein, alors qui est un handicap qui est absolument énorme en fait, donc qui n'est pas propre au secteur agricole, mais qui est une maladie en fait de toutes les technologies, c'est l'absence d'interopérabilité des systèmes. Donc si on regarde ici sur le territoire wallon, on a plus ou moins, à peu de choses près, quelques centaines de milliers d'hectares. L'information basique relative à ces hectares va être prise dans 40 plateformes informatiques différentes, avec une seule constante, c'est que jusqu'à présent, ou à quelques exceptions près, aucune plateforme ne permet d'échanger de l'information avec une autre. Et logiquement, on a des taux de succès, des taux d'utilisation de cette plateforme analogues à 40 opérateurs GSM en fait, qui viendraient à proposer leur solution en région wallonne, mais sans permettre de téléphoner d'un réseau à l'autre. Donc on s'imagine bien qu'effectivement, il y a des très très gros soucis. Le sixième frein, en fait, et l'écart entre ce que j'appelle l'écart entre le besoin et l'offre. Donc, typiquement le cas, en fait, il y a de très nombreuses solutions qui sont proposées aux agriculteurs, mais qui ne correspondent en rien aux besoins. Si, sur la partie gauche de l'écran, je reprends probablement 6 ou 7 ou 8 problèmes en fait, qui sont systématiquement évoqués par les agriculteurs et que je le mets en relation avec ce qui est apparu comme la révolution effectivement drone dans le secteur agricole, on peut effectivement très vite se rendre compte que, alors il y a un clin d'œil également, que la révolution drone, je veux dire, n'a répondu à aucun des besoins exprimés par les agriculteurs. Le septième en fait est le manque de formation d'accompagnants. Alors c'est Madame Ligny le disait également, c'est très très important. Donc au niveau des concessions agricoles, notamment donc au niveau de toutes les personnes qui vont être amenées à préconiser en fait, à utiliser les outils, en fait les parcours scolaires en fait ne forment pas encore ou pas suffisamment en fait à ces nouvelles technologies, et donc on va voir effectivement un écart très important entre l'arrivée sur le marché en fait de systèmes et effectivement des personnes qui sont censées pouvoir alors former les utilisateurs finaux et puis effectivement les dépanner comme tout système. Et le huitième frein
qui s'estompe en fait progressivement, et c'est aussi un des objectifs de World Farm, c'est effectivement d'effacer en tout cas ou de permettre la création d'une forme d'écosystème numérique. Donc il y a beaucoup d'acteurs en fait sur le territoire de la région wallonne, je peux dire à peu près tous effectivement, qui s'essayent un peu beaucoup ou passionnément donc c'est au numérique. Donc l'important effectivement c'est qu'on puisse communiquer et qu'ils puissent, et c'est très très important, avoir des discussions entre les agriculteurs et les développeurs de solutions informatiques. Alors, on prend souvent en fait le cas des agriculteurs effectivement qui seraient effectivement, allez, comment dire, ou exprimé différemment, en fait, il y a souvent un écart en fait entre développeurs informatiques et agriculteurs, ce qui fait que effectivement les uns ne se comprennent pas toujours systématiquement. Par contre, en fait, pour développer des applications numériques qui répondent à leurs besoins, c'est absolument essentiel. Alors, face à ce constat-là qui avait été établi au travers d'enquêtes en 2018, avec une série d'acteurs en fait, dont certains sont autour de la table ici, en fait, on a décidé, en fait, c'était fin de l'année 2018, si je ne m'abuse pas, de déposer un projet qui s'appelle le projet World Farm et de créer en fait une ASBL afin de, à notre humble niveau, je le précise, de pouvoir lever progressivement certains des freins à l'usage du numérique. Et si World Farm pouvait se résumer en 3 chiffres, ce serait le suivant. Donc il y a une mission qui est celle effectivement de favoriser donc l'usage du numérique dans le secteur des productions végétales en Wallonie. Alors j'insiste très très fortement sur le terme usage. Ce n'est pas pousser au numérique pour le numérique en tant que tel, mais selon nous, en fait, c'est l'usage qui permet effectivement aux acteurs de se faire la main et surtout de comprendre progressivement en fait, les enjeux et positifs et négatifs qui peuvent être liés à l'utilisation ou à ce type de technologie. 4 axes que je vais très rapidement détailler ici dans les diapos suivantes et 5 valeurs qu'on s'est données pour tous nos travaux. Donc c'est une forme de neutralité, la question de la coopération, le pragmatisme, donc est très très fortement lié effectivement aux besoins terrain, la question de la productivité et alors aussi très très important la création de valeur. Alors à ne pas entendre sous une forme de création de valeur financière, mais la question effectivement du numérique est générateur de valeur, au minimum de valeur technique, effectivement, c'est quelque chose effectivement qu'on doit absolument garder dans la réflexion. Alors, de manière très concrète, au niveau des axes, qu'est-ce qu'on propose au sein de l'ASBL? La première activité était en fait de créer une association, hein, donc, et de permettre à toute une série d'acteurs intéressés par ce qu'on appelle le digital farming de manière générale, de le rejoindre. Alors au jour d'aujourd'hui, en fait, donc on recense en fait parmi les membres donc environ donc une centaine de membres. Hein, donc on était à 80 l'année dernière et on va approcher la centaine. Particularité également de l'action qu'on a vraiment souhaité pouvoir faire, et je pense que ça va être illustré également dans la diapositive suivante, c'est de pouvoir associer au projet, à la réflexion en fait toute une série d'acteurs. Donc vous avez les acteurs, les métiers traditionnels de l'agriculture, notamment vous avez les agriculteurs, vous avez les entrepreneurs agricoles, vous avez le secteur de l'agrodistribution, le secteur de la machine, mais aussi, et on est très très content également effectivement de pouvoir les accueillir effectivement, c'est toute une série d'acteurs du numérique. Hein. On a souvent tendance à oublier qu'il y a de très très nombreuses compétences et expertises numériques sur notre territoire, et le conseil d'administration est d'ailleurs mixte, et c'est un grand plaisir effectivement de pouvoir avoir cet échange entre des acteurs entre guillemets purement agricoles et des acteurs purement numériques. Les débats sont très très enrichissants. Deuxième activité, deuxième axe de travail de l'association, en fait, c'est stimuler et renforcer l'usage du numérique hein, au travers de l'organisation de formation. Alors, j'ai insisté également sur l'importance de favoriser l'usage. Ce qu'on vise au travers des formations, c'est permettre donc, aux membres, aux agriculteurs, entrepreneurs et autres, en fait, d'utiliser le plein potentiel de leurs outils. Hein, c'est un peu comme tout un chacun qui utilisera un fichier Excel. Je pense qu'on utilise peut-être 3% des possibilités parce qu'on ne connaît pas les autres. Il y a toute une série d'outils numériques effectivement, déjà présents dans le secteur agricole et dont on utilise peut-être 10, 15, 20% des possibilités. Il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Typiquement, en fait, notamment, on termine ici, on vient tout juste de terminer en fait dans un cycle de formation sur tout le potentiel d'utilisation des stations météo qui sont déjà présentes dans notre territoire, qui sont déjà utilisées par les agriculteurs. Et l'idée, effectivement, c'est de développer tout ce qu'il est possible de faire autour.
Troisième axe de travail, en fait, très important, et pour faire le lien également avec la question de la protection des données, c'est ce qu'on appelle l'axe think tank, laboratoire d'idées. Donc l'idée étant de pouvoir, avec les parties prenantes intéressées, de se saisir en fait d'une thématique. Typiquement, en fait, la thématique de la question de la protection des données, donc sachant que toute donnée agricole a un statut particulier, vous avez toute une série de législations qui vont interagir ensemble. Donc, vous avez probablement entendu parler du RGPD, vous avez probablement entendu parler, ou peut-être du PSI, de l'open data. Elle concerne également le secteur agricole. Et donc, typiquement le cas, est-ce que, effectivement, une donnée liée à effectivement, la production en élevage est-elle une donnée privée, est-elle une donnée personnelle? RGPD, ne l'est-elle pas? Dans quelle mesure? À qui appartiennent les bases de données? Que peut-on faire? Que peut-on pas faire? Et pour y répondre, en fait, on a la chance de pouvoir effectivement s'être associé à 6-7 partenaires wallons et pour traiter ensemble en fait l'ensemble de ces questions-là. Et donc les travaux effectivement sont supervisés et sont animés par donc le Centre de recherche et information droit Société de l'Université de Namur, et les travaux seront destinés à être restitués ici au tout début de l'hiver 2021-2022. Donc je pourrais déjà vous donner, d'ici quelques mois, une invitation effectivement à suivre en fait donc l'ensemble des résultats. Quatrième axe de travail, alors c'est probablement effectivement le plus ambitieux, c'est ce que j'appelle de concevoir les outils et les structures de demain. Alors, typiquement le cas, en fait, quand on regarde, et vous pouvez passer à la dia suivante, quand on regarde la prolifération de données qui sont effectivement générées donc, par les agriculteurs sur le territoire, on peut très vite se poser les questions d'arriver à les co-valoriser. Alors juste la petite photo, en fait, donc la petite image, en fait, c'est juste une représentation des points de mesure de données météo. Alors, indépendamment de la marque, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, vu qu'il y a plusieurs réseaux, effectivement, qui sont présents, mais c'est le nombre de points de mesure de données météo, ici, entre, si je ne m'abuse, l'échelle, entre Charleroi et Liège, et qui sont, effectivement, en propriété des agriculteurs. Et donc, par rapport à la valeur technique, en fait, de ces mesures, par rapport à la valeur technique qui peut être extraite en fait d'une consolidation de ces mesures, en fait, il y a toute une série effectivement de nouveaux services, de nouveaux produits qui peuvent et qui doivent probablement être effectivement développés pour valoriser au minimum d'un point de vue technique l'ensemble de ces informations. Alors, c'est un exemple pour des données météo, on pourrait le voir également pour d'autres données, type des données de rendement, des données de performance, on peut pousser la réflexion très très loin et voir en fait des avantages certains, typiquement en termes de simplification administrative, des avantages en termes de mise à disposition de sets de données pour des acteurs de la recherche agronomique avec lesquels les agriculteurs travaillent depuis toujours, hein, donc effectivement d'avoir une forme de collaboration agriculteurs-chercheurs. On peut le voir également en fait sur de nouveaux outils, typiquement en fait ce qu'on appelle le big data, donc c'est la possibilité dans des grands sets de données d'aller chercher des informations effectivement qu'on n'arriverait pas à capter d'une autre manière. Donc typiquement en fait la question effectivement des accidents de floraison dans le colza il y a quelques années, hein, où en fait au niveau des causes on a manifestement quelques hypothèses, mais où en fait toute l'information est présente au niveau des carnets de culture, et donc c'est le fait de ne pas avoir accès en fait à cette information là qui ne permet pas de tirer des conclusions claires. Voilà. Donc des avantages certains, mais également effectivement des craintes, hein, tout de suite effectivement liées effectivement à cette espèce de massification de données, de big data agricole, et avec et je me permets de le reprendre en fait une infographie du Guardian, hein, donc le journal qui effectivement que je n'ai jamais trouvé en fait une plus belle illustration de cette question-là, d'arriver à dire effectivement en termes de données agricoles qui est-ce qui devrait détenir en fait l'accès à vos données. Et le pari, ou plutôt l'hypothèse qu'on se fait en fait dans LG Farm, c'est d'arriver à se dire en fait le principe, la structure de la coopérative agricole, hein, je veux dire qui est connue et qui a été effectivement qui est présente dans notre secteur depuis de nombreuses années, que ce soit pour de la valorisation de céréales, la valorisation de lait, donc la valorisation de denrées agricoles. Est-ce que ce ne serait pas à peu de choses près le même modèle qui conviendrait parfaitement pour la valorisation de données agricoles, valorisation en sens, je veux dire, en retirer toute l'information technique qu'on peut en retirer. Et donc effectivement c'est un travail que l'on est en train de mener avec le support digital wallonien de la région wallonne. Et c'est un travail, c'est une étude qu'on mène sous 4 facettes, hein, donc sous un volet technique, technologique, informatique, un volet économique, effectivement, combien ça coûterait et comment est-ce qu'on le financerait, un volet juridique et un volet sociologique. Et j'en terminerai par là aujourd'hui, donc les travaux sont en cours, et donc ce sera probablement également
courant 2022, voilà le grand plaisir de pouvoir vous faire part de l'ensemble des avancées et pouvoir effectivement vous présenter donc les résultats de ces travaux et de voir effectivement si dans notre territoire, d'ici 18 ou 24 mois, on peut effectivement développer ce type de nouvelles structures. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, très intéressant. Et donc je note qu'il y a beaucoup de travail, et qu'il faudra vous réinviter cette fois-ci, on l'espère, en présentiel, même si ce sera encore pour parler du numérique. Mais donc il y a encore pas mal de choses qui vont arriver et qui sont en préparation. Merci beaucoup. Merci. Caroline, Guillaume, alors voilà, vous êtes tous les deux agriculteurs, vous faites justement partie vous êtes membre de World DigiFarm, donc ça tombe bien, on fait une belle transition. Mais pour vous tous les deux, le numérique c'est plus vraiment une découverte, hein, voilà, vous l'utilisez relativement au quotidien. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être vous demander de vous présenter en quelques mots et de présenter vos exploitations respectives. Je vous laisse jongler tous les deux entre vous. Oui, bonjour, voilà, donc je suis agriculteur à Assès, je travaille en association avec papa. Donc on travaille sur 2 sites, donc je suis à Assès, papa est à Bazoa, donc on a la particularité de travailler dans 2 régions agricoles, donc ce qui va faire que la ferme va être assez diversifiée. Donc à Bazoa, on va plutôt faire des grandes cultures dites industrielles, donc de la betterave, de la pomme de terre, un peu des légumes et des céréales. Tandis qu'à Assès, dans le Condron Namurois, on va être orienté plutôt élevage, donc dans notre cas c'est un élevage de bovins viandeux, avec les cultures fourragères et un petit peu de culture pour l'alimentation humaine. Alors aussi, j'ai démarré la conversion au bio en 2014, donc avec l'introduction d'un poulailler de poulet de chair, labellisé Coq des Prés. Et puis petit à petit, j'ai converti le site d'Assès au bio, donc pour être actuellement à 100% bio ou en conversion. Donc voilà. Bien, bonjour à tous, donc, je m'appelle Caroline de Villers, je suis agricultrice en province de Liège, région limoneuse, donc entre Anu et Warem. J'exploite en association avec mon frère Denis et j'ai également la chance d'être active sur une 2e exploitation familiale dans la mesure où mon mari a également repris une partie de l'exploitation familiale située quant à elle plus dans le Namurois Brabant Wallon. En termes de typologie de ces 2 exploitations, elles sont à peu de choses près semblables. C'est un historique grande culture conventionnelle avec du légume et de la pomme de terre. Nous sommes tous les 3 agronomes de formation et nos reprises datent d'il y a 5 à 10 ans déjà. Et ce sont des moments en fait où ensemble nous avons pas mal réfléchi et ce sont autant de réflexions qui nous ont permis de réorienter certaines petites choses des exploitations qui étaient historiquement très saines et bien menées. Donc on a eu ce luxe finalement de pouvoir prendre quelques petits risques pour essayer d'un petit peu challenger des nouvelles choses, répondre un peu plus aux attentes sociétales également. Et donc 3 éléments principaux qui ont mené à ces petites réorientations, ça a été notamment également la conversion vers le bio. Donc ça se fait progressivement pour pouvoir maîtriser ça au mieux. Le deuxième élément, c'est que certaines de cette production bio sont actuellement stockées, lavées et commercialisées par nos soins via la création d'une coopérative qui s'appelle Belgo Bio. Et donc, ça a été un nouvel élan au sein des exploitations. Et la 3e chose, c'est effectivement l'utilisation de certains outils un petit peu plus novateurs. Certains ont été simplement testés puis abandonnés, on va en parler, et d'autres sont toujours aujourd'hui utilisés. C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors effectivement, comme je l'ai déjà dit, pour vous, le numérique, c'est votre quotidien, mais finalement, est-ce que ce n'est pas plus répandu que ce qu'on croit dans les exploitations agricoles ? Si, tout à fait. Je crois que c'est un peu arrivé avec le développement rapide des smartphones déjà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à peu près chaque agriculteur a un smartphone en poche. Et comme le disait Sébastien, il y a une multitude d'applications qui sont disponibles pour l'agriculture. Donc, ici, j'en ai repris 3 qui, je pense, bon nombre d'entre nous utilisons.
Donc la première dont je vais parler, dont on n'aimerait jamais utiliser, c'est l'application Rendac. Voilà, donc moi je la trouve quand même fort utile parce que malheureusement c'est la loi de la nature, quand on travaille avec du vivant, on a des mortalités. Et donc ce qui est intéressant avec cette application, c'est quand on a un animal mort, on peut le notifier directement, donc dès qu'on le déplace. Et donc, comme dit, voilà, une fois que c'est notifié, après, on ne doit plus y penser à midi et au soir, et on sait que ça joue quand même fort sur le moral quand on perd des animaux. Et donc, de manière simultanée, on peut aussi encoder via la deuxième application dont on voit la photo, donc l'application Cerise, donc on encode la sortie sur Cerise directement, donc de cette manière-là, on est en ordre d'un point de vue administratif. Donc l'application Cerise est très intéressante aussi parce qu'en permanence, on a quand même accès à pas mal de données dans la poche sur nos animaux. Donc quand on a envie de voir l'âge d'un animal ou autre dont on a oublié, on peut regarder via l'application. Et alors, moi, ce que j'espère aussi, c'est que la troisième étape qu'on doit faire dans le cadre d'un animal qui sort de la ferme, c'est qu'à l'avenir, on ne doit plus le faire donc pour avoir une simplification administrative. Donc c'est la sortie du passeport matériel. Donc voilà, je pense que le jour peut-être où tout le monde utilisera ce type d'application de portail Internet, on gagnera du temps avec la dématérialisation des passeports. Et alors j'ai mis une petite troisième application aussi que j'utilise au niveau de l'élevage, donc c'est une application faite par la web. Donc sur mon exploitation, voilà, elle est principalement utilisée de manière très simple, parce que c'est un élevage allaitant qui n'est pas très poussé. Donc j'utilise pour la formation de l'eau en fait. Donc dans l'application, tous les animaux sont regroupés par l'eau, soit un numéro de loge ou de pâture, enfin un nom de pâture. Et comme la quasi-totalité des saillies se fait par monde naturel, en fait dès que je change le taureau de place d'un lot à l'autre, c'est très rapidement encodé via l'application. Et donc l'application le retient. Et lors de la naissance du veau, c'est l'application qui va me dire, tiens, le père c'est un tel. Et donc, voilà, c'est assez simple et voilà, c'est une information qui est sûre. Maintenant, ce que je trouve intéressant aussi au niveau de cette application-là, c'est qu'on a un bon service via Monsieur Mathieu Allaway et que voilà, ça ne coûte pas justement trop cher, qui justement dit que ça peut être un frein. C'est une application qui est, voilà, qui est assez accessible d'un point de vue budget. Ok, donc pour poursuivre dans cette utilisation d'applications faciles au quotidien, plus sur l'aspect grande culture cette fois-ci, voilà, je pense que tout le monde, depuis très longtemps, on aime bien regarder son pluviomètre tous les matins, voire tous les soirs, savoir ce qu'il est tombé, qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain, organiser son temps, sa journée. Et outre le pluviomètre qu'on peut trouver sur sa terrasse, il existe effectivement une multitude d'infos sur Internet, que ce soit via des applications ou simplement sur Internet. J'en ai illustré quelques-unes sur la gauche ici, il y en a encore d'autres. Et donc, ces informations-là, je pense que tout en chacun sur son smartphone, déjà aujourd'hui, les utilise. Donc, le numérique, c'est aussi parfois des choses très faciles et gratuites. Après, c'est vrai qu'au sein de nos exploitations, on utilise également, et c'est sans le vouloir qu'on a repris la même image, mais des pluviaux connectés, ce qui est particulièrement facile dans notre cas, étant donné que certaines parcelles sont situées assez loin du siège d'exploitation. Et donc, avant de savoir si on va pouvoir envisager certaines opérations culturelles, que ce soit au niveau de la pluviométrie, au niveau de la vitesse du vent, ce sont des données qui sont vraiment très précieuses. Ne pas devoir faire le déplacement pour avoir l'info, c'est vraiment quelque chose de très facile, et d'autant plus quand on doit aussi avoir parfois recours à l'irrigation, mais ça on va y venir tout à l'heure. Voilà, donc comme autre matériel technologique qui est utilisé sur la ferme, ici je voulais quand même vous parler un peu de l'autoguidage. Donc l'autoguidage, c'est pas simplement pour montrer aux voisins qu'on sait faire une belle ligne droite, donc ça a d'autres avantages. Donc ici c'est une technique, enfin une technologie qu'on utilise assez fort sur la ferme. Donc en 2-3 mots, qu'est-ce que c'est? En fait, on profite des signaux satellites, donc signaux de positionnement satellites qui sont gratuits. Donc il en existe plusieurs, tout le monde connaît le GPS, donc qui a vu le jour grâce aux Américains, mais on a l'équivalent avec les Russes, le système GLONASS est bientôt, enfin je pense qu'il va être bientôt fonctionnel s'il n'est pas, le système européen Galileo. Donc ça c'est tous des signaux gratuits. Et alors après, quand on veut augmenter la précision de son travail, via un abonnement, on peut
on peut augmenter la précision via un système donc radio, on appelle donc comme la précision du satellite. Les satellites bougent par rapport à la Terre. En fait, le tracteur va être aussi raccordé à une antenne terrestre. Donc actuellement, souvent, sont utilisées les antennes GSM simplement. Donc, et de cette manière-là, on va avoir une répétabilité donc dans la position du tracteur avec une précision de l'ordre de 2 cm. Et en fait, cette précision, moi, ça m'a permis d'envisager des nouvelles techniques au niveau des désherbage mécanique, j'en parlerai juste après. Et alors, donc un gain en termes de temps, de travail, donc diminution d'usure, d'intrants. Mais il faut savoir aussi que cette technologie, en fait, à la base, pour se convaincre d'investir dans cette technologie, on se dit oui, on va peut-être gagner, on va diminuer un peu les intrants, etc., gagner du temps. Mais en fait, une fois qu'on l'utilise, on l'a vite adopté. C'est quelque chose que moi, je ne saurais plus me passer. Et papa non plus, alors que lui était assez sceptique à la base. Et alors, en fait, on l'utilise pour une multitude d'applications. Hein. Donc, ça va du déchômage, c'est aussi très intéressant. Donc, pour faner les herbes, on l'utilise. En fait, le système aujourd'hui a fort évolué et est assez intuitif. C'est assez simple de l'utiliser. Donc, sur la console du tracteur, on appuie on crée 2 points, en fait, un point A, un point B. Le tracteur va créer une ligne. Et puis alors, voilà, on va pouvoir utiliser ces lignes parallèles par simple pression sur un bouton donc dans la cabine. Donc ce que je trouve aussi fort intéressant avec cette application, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes d'autoguidage sont intégrés au tracteur. Et alors, ça a comme autre avantage d'un gain de temps au niveau aussi encodage. Donc parce que si je prends l'exemple ici d'un semis de céréales, donc avant de commencer ma terre, je vais dire à l'ordinateur, voilà, ici aujourd'hui, l'espèce, je vais semer un blé d'hiver, je vais lui encoder la variété. Et puis alors après, dès que je vais cliquer sur mon bouton dans ce cadre-ci, donc le relevage, le tracteur va enregistrer comme quoi on fait le travail. Et puis, comme ce sont parfois des périodes qui sont assez chargées en travail, on peut oublier, tiens, mince, je ne sais plus quelle variété j'ai mis, si j'ai commencé ou si j'ai fini la terre par celle-là. Mais comme tout ça est connecté, après, suivant les versions dont on utilise, soit via clé USB ou alors directement connecté via le réseau GSM, tout ça va être transféré sur un ordinateur. Et puis, quand on sera à son aise au bureau, on pourra avoir toutes ces données-là. Et alors, par la suite, je suppose, donc parce qu'il y a pas mal d'évolutions, évidemment, on n'est pas équipé en tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que les programmes de gestion aujourd'hui agricoles commencent à utiliser aussi les données constructeurs. Et alors, là-dedans, ça va pour moi aussi amener une simplification au niveau du travail d'encodage et simplification administrative. Donc voilà pour le guidage. La deuxième machine dont je voulais vous parler, c'était la bineuse autoguidée. Donc la bineuse en tant que telle, ça n'a rien d'exceptionnel, hein. Elle est très classique, ça on ne va pas s'attarder dessus. Ce qui est intéressant, c'est l'interface qu'il y a entre la bineuse et le tracteur. Donc dans ce cadre-ci, c'est un parallélogramme qui est actionné par un vérin. Et en fait, le vérin, lui, est commandé via un ordinateur qui reçoit les images d'une caméra. La caméra, en fait, va visualiser la culture et alors va dire à la machine, écoute, là, tu es un petit peu trop à droite, un peu trop à gauche. Et de ce fait-là, le binage va être très précis et on va pouvoir travailler fort proche de la ligne cultivée. Et donc, l'action de désherbage sera beaucoup plus importante. Alors aussi, comme autre avantage, c'est qu'on peut se permettre de travailler avec du matériel qui n'est pas forcément de grande dimension. Parce que dans ce cadre-ci, la bineuse va nous permettre d'avancer un petit peu plus vite en vitesse. Donc, c'est du matériel qui reste accessible pour des fermes de taille moyenne, je vais dire. Donc, le numérique n'est pas du tout opposé aux tailles moyennes, ce n'est pas réservé qu'aux grandes exploitations. Ça, je trouvais que c'était important à souligner. Et puis, évidemment, ça, comme l'autoguidage, chaque fois, souvent, ce qu'amènent les outils numériques, c'est un confort pour le travailleur. Donc dans ce cadre-ci, je pense que biner à l'œil, moi je ne l'aurais pas fait, je n'aurais pas investi dans une bineuse, même si ça coûte beaucoup moins cher sans l'interface. Mais voilà, c'est très fatigant de toute une journée regarder sa ligne. Et puis, il y a des distractions, donc on risque aussi d'avoir un travail de moins bonne qualité. Donc cette machine, je l'ai utilisée une campagne, ça va être la deuxième campagne que je l'utilise. Donc il y aura encore des conclusions à tirer, mais en tout cas ça marche. Et ça aussi c'est une technologie qui est en évolution, donc on a déjà fait des mises à jour sur le programme. Donc c'est encore amené à s'améliorer à l'avenir.
Ok, merci Guillaume. Donc effectivement, ce type de bineuse est également utilisé chez nous, mais il y a un autre type de désherbeur qui est un petit peu plus ludique ici et qui, en l'occurrence, illustre ici un désherbage au sein des lignes même de carottes que vous voyez sur la photo. Donc la bineuse, dans ce cas-ci, ne peut pas venir détecter au sein des petites lignes de carottes les petites mauvaises herbes qui poussent. Et ici, seul l'œil humain peut détecter en fait les mauvaises herbes. Et en bio, si on ne les prend pas à la genèse, eh bien, on peut vite être dépassé. Et donc ici, il y a un lit désherbeur, voilà, qui est utilisé. Ce type de lit existait déjà précédemment, mais tiré derrière un tracteur en fait. Et donc les ouvriers avaient le bruit du tracteur dans les oreilles toute la journée. Donc quand on a testé ce type d'engin, autant vous dire qu'ils étaient même heureux de venir travailler et de tester la machine. Ils ont même la radio qui est possible. Donc voilà, ici c'est un lit autonome, donc ça veut dire que le panneau solaire qui est au-dessus de la machine recharge une batterie qui est à l'avant, et donc elle peut tourner toute la journée, même quand il fait nuageux. Donc c'est de nouveau une petite technologie qui finalement est assez simple, mais qui simplifie la vie, qui rend le confort de travail pour les ouvriers vraiment différent. Et donc voilà, on est également assez satisfait de cette machine. Alors un autre type de technologie qui est utilisée au sein de l'exploitation, c'est ici une technologie utilisée au niveau de l'irrigation. Concrètement, le système classique d'irrigation, ce sont des enrouleurs avec des asperceurs que l'on voit au sein des campagnes assez fréquemment en Wallonie. Et ici, on a une configuration de parcelle qui permettait d'installer un pivot, donc une rampe d'irrigation avec pivot central. Ce sont des machines qu'on voit assez régulièrement en France et ailleurs, hein, mais ici c'était assez nouveau dans le Benelux. Mais surtout, ce qu'il y a de technologique là derrière, c'est que on peut guider cette rampe et dicter ce qu'on souhaite qu'elle fasse à distance. Donc vous avez à droite l'écran du smartphone que je pourrais également vous montrer ici, mais fatalement ça ne tourne pas aujourd'hui, où en temps réel on sait voir exactement la position du pivot, on sait décider la quantité qu'on veut lui amener. On sait aussi simplement l'arrêter ou adapter en fonction du lieu de la parcelle. Et tout ça est également dicté par des tensiomètres qui sont placés au niveau de la parcelle et qui nous traduisent le stress hydrique des plantes et qui nous disent la quantité d'eau effectivement à apporter en fonction de la saison ou du stade de culture. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ces deux informations croisées pour bien gérer l'eau, d'autant plus que ce type de rampe permet vraiment une diffusion de l'eau, une petite pluie fine vraiment qui arrive sur la culture. Et donc en termes de gestion de l'eau, c'est vraiment optimal. Tout ce qui est irrigué via ce type d'appareil est vraiment très très profitable pour la plante. Et donc là, ce sont à nouveau ces technologies via l'application notamment qui nous permettent de gérer ça au mieux, gérer nos ressources au mieux. Alors pour terminer par rapport aux différents matériels utilisés sur l'exploitation, je voulais vous parler ici du Veris, qui est en fait un outil que l'on peut utiliser grâce à un partenariat avec Appligère, donc qui est coopérative d'agriculteurs dans notre région au niveau de la culture de légumes. Et donc le Veris, il n'est pas du tout notre propriété, justement, c'est mis à disposition grâce à cette coopérative et il sillonne les différentes campagnes chez les différents agriculteurs. Et le but, c'est vraiment de scanner le sol pour mesurer différents paramètres. Les trois paramètres, c'est l'électroconductivité, donc qui est en fait une mesure du passage du courant à travers le sol. Et cette électroconductivité, elle est corrélée à la texture et à la structure du sol.
Donc, deuxième paramètre, c'est le pH, et le troisième paramètre, c'est la matière organique du sol. Et donc, tout ça, en fait, doit permettre la modulation d'intrants. Mais en fait, oui, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Techniquement, tout est possible, mais tout l'enjeu, ça va être de voir aussi derrière si économiquement, ça en vaut la peine. Et donc, on a testé différentes choses. On a testé des semis en densité variable en céréales, notamment avec le CRA également. On a testé des applications variables de fongicides au pulvérisateur. On a testé des engrais de fond en centrifuge, la modulation de chaux. Il y a plein de choses qui ont été testées. Et pour être honnête, aujourd'hui, il y en a un seul que l'on poursuit, c'est justement la modulation de chaux. Justement parce que pour les autres applications, on s'est rendu compte que l'investissement en temps et en énergie pour mettre en œuvre la technique n'était pas profitable finalement sur le court ou le moyen terme. En termes de semi-variable, par exemple, l'économie de semences ne permettait pas de compenser ce temps et cette énergie mise en œuvre. Donc voilà, ici, ça offre beaucoup de possibilités, mais de nouveau, il faut voir ce qui est rentable et profitable. Typiquement, l'application variable de chaux est très intéressante. Pour le reste, il y a encore sans doute beaucoup de choses à réfléchir. Alors merci. On vient de faire le tour effectivement des applications d'une part et puis du matériel que vous utilisez, qui vous sont utiles en tout cas dans vos activités. Mais s'il est aussi un autre volet qui est tout aussi important dans vos exploitations, c'est la communication justement. Vers quel public vous utilisez, quels outils d'abord vous utilisez pour la communication, vers quel public et surtout pour communiquer quoi? Oui, effectivement, l'aspect communication prend de plus en plus d'importance aujourd'hui. Et il y a deux types de communication. Je dirais, il y a la communication interne d'abord au sein de nos exploitations, de nos entreprises, et puis la communication externe. Ce sont deux volets différents et pour les deux, il y a plein d'applications également qui existent. Donc, si on commence par l'aspect communication interne, de nouveau, commençons par ce qui est très simple. Le WhatsApp, par exemple, tout le monde utilise ça aujourd'hui, je pense, et ce sont des groupes très faciles à créer. Et donc c'est un groupe de communication en équipe qui est très facile, autant avec ses entrepreneurs, avec ses collaborateurs, en interne quand il y a plusieurs personnes qui doivent interagir. On voit si la personne a lu l'info ou pas, c'est vraiment du direct, tout le monde a l'info en même temps. Voilà, c'est très simple, mais c'est un outil de communication assez puissant. Ensuite, dans un autre type de communication, c'est plus une gestion des informations. Et là, s'il y a plusieurs dames, on peut rester sur le slide précédent. S'il y a plusieurs dames qui nous écoutent dans la salle, ça va leur parler. Si c'est possible de revenir sur le slide communication interne et gestion des infos, où voilà, je voulais illustrer à gauche ce qu'on utilise chez nous en termes de gestion des données de traçabilité. Bon, de nouveau, c'est un exemple, il en existe d'autres. Mais c'est très puissant parce qu'en un seul encodage, on peut finalement tout gérer et en faire ce qu'on en veut par la suite. Donc je disais, ça va sans doute parler aux dames qui en général sont chargées du suivi administratif au sein des exploitations. Et sur base de cet encodage, pouvoir générer tout ce qu'on veut, que ce soit la fiche traçabilité, que ce soit lors d'un contrôle, on peut ressortir toutes les infos nécessaires, que ce soit lors quand on doit compléter sa PAC, quand on doit... ce qu'on veut, il y a un seul endroit où tout est recensé. De nouveau, si on est plusieurs intervenants, il y a plusieurs accès possibles et donc chacun à son niveau encode ce qu'il doit et tout se retrouve à un endroit et quand on doit répondre à l'une ou l'autre info, en l'occurrence, voilà, je suis en association avec mon frère, il est plus présent sur le terrain, je ne dois pas lui téléphoner tout de suite, tout le temps pour savoir qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est fait là. Il y a toute une série d'infos qui se retrouvent à cet endroit-là et donc c'est vraiment précieux. Voilà, donc ça c'était ce qui concernait les communications internes et la gestion des infos. Maintenant, effectivement, sur le slide suivant, il y a un petit aspect communication externe, qui aussi est un petit peu plus ludique, mais je pense que c'est vraiment important aujourd'hui
en tant qu'agriculteur, d'un petit peu faire connaître notre métier et un petit peu redorer la facette de notre métier, parler positivement du secteur. Donc oui, voilà, on a une petite page Facebook sur laquelle de temps en temps on fait une petite publication. Et je le disais tout à l'heure, via la coopérative Belgobio qu'on a créée, on peut aussi, grâce à ça, donner une image et faire de la publicité sur la commercialisation des produits. Voilà, que ce soit via Facebook, Messenger, Instagram, on n'est pas encore très présent, même s'il paraît qu'on doit s'y mettre parce que Facebook, il paraît que c'est déjà rétro. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est quand on a le temps, de temps en temps, une petite publication, ça fait du bien. Mais je pense qu'en termes justement de commercialisation, Guillaume a aussi un autre outil très puissant qu'il va vous présenter. Ben oui, tout à fait. Donc, parmi la multitude d'applications qu'il existe, et donc qui évidemment va dépendre de chaque personne. Donc, chacun aura ses affinités avec telle et telle application en fonction de ses besoins. Moi, il y en a une qui m'a extrêmement aidé au niveau de la vente en circuit court. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Donc, c'est toujours très valorisant de vendre ses produits à la ferme. Donc, on vend du poulet et du bœuf. Donc l'application que j'utilise, c'est Google Forms. Donc ce qui est aussi très, très chouette, c'est que c'est gratuit, donc ça ne coûte rien de s'y lancer. Au début, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut créer son formulaire. Donc en fait, vous créez un formulaire avec tout ce que vous voulez vendre. Donc vous encodez vos articles. Donc vous demandez, par exemple, vous demandez aux gens qui notent leur nom, leur prénom, leur adresse mail. Ça c'est très intéressant aussi pour si jamais par la suite vous devez recontacter les gens, vous avez un contact. Et puis alors, dans ce cadre-ci, c'est les poulets. Donc les gens répondent ensuite, disent en code le nombre de produits qu'ils veulent. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous avez plusieurs produits, c'est Google qui va enregistrer automatiquement le nombre de produits. Et pourquoi je suis passé à cette application-là? Parce qu'initialement, quand on faisait des ventes à la ferme, quand on est occupé, que ce soit sur le tracteur ou dans l'élevage, les gens au téléphone envoient des SMS. Et il est arrivé qu'on oublie d'enregistrer ou de réécrire, de noter les commandes, surtout quand elles sont plus complexes, quand les gens demandent 2 filets, 3 cuisses, 4 pâtes et un poulet. C'est assez compliqué, on oublie toujours bien quelque chose. Que dans ce cadre-ci, donc une fois que les gens auront passé leur commande sur le formulaire Google, donc ils peuvent le faire 24 heures sur 24, c'est un autre gros avantage, après Google va générer un tableur. Et alors, moi, il me suffit donc à la fin de la clôture des commandes de reprendre, d'additionner donc toutes les colonnes. Et alors, à ce moment-là, j'ai le nombre exact de morceaux que je dois aller rechercher à la coopérative. Et donc ça diminue fortement les risques d'erreur. Alors aussi, il y a un autre avantage que les clients aiment bien, c'est que dès qu'ils ont fini leur commande, ils ont une confirmation automatique. À l'inverse, même chose, quand on est occupé, on n'a pas toujours envie de repasser le soir à l'ordinateur pour voir ses mails et répondre. Et donc les commandes par mail, il n'y a pas une réponse aussi rapide et automatique. Donc ça, c'est un petit plus qu'amène aussi l'outil Google. Donc voilà, c'est quelque chose que je conseille aux personnes qui ont un agenda fort chargé, qui ont envie de se lancer tout doucement dans la vente en direct. Ça facilite la vie. Effectivement, merci en tout cas de ces partages d'expérience. Et si vous deviez encore convaincre, parce que moi c'est visible, c'est presque fait, je ne suis pas agricultrice, mais je pense que j'ai pris tous les tuyaux. Mais si vous deviez encore convaincre celles et ceux qui nous regardent, voilà, petit mot de conclusion, qu'est-ce que vous leur diriez? Je pense qu'on a vu que les différents outils apportent des avantages, des inconvénients, et il y a encore beaucoup de chemin. Mais ce qui est certain, je pense, c'est que on ne franchit le cap technologique que quand vraiment ça nous simplifie la vie. Et que finalement, les aspects économiques et autres, on en a parlé, et c'est certain que c'est important, mais on finit toujours par trouver des solutions, que ce soit de mutualisation ou autre, si c'est pour nous apporter plus de confort au quotidien, si ça nous simplifie la vie, si ça simplifie le travail, si ça diminue les risques, si ça permet de mieux gérer différentes choses au sein de notre exploitation, on franchit le cap. Et donc, ici, je crois que si on prend un
petit peu de hauteur par rapport à notre métier et par rapport à cette réflexion. Mais finalement, au niveau durabilité de notre métier, à tous les niveaux, ça apporte beaucoup de choses. Au niveau environnemental, on a vu que ce soit au niveau de la modulation des apports et d'une meilleure gestion des intrants, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Au niveau d'une meilleure gestion de l'eau, en ce qui nous concerne également. Donc l'empreinte écologique, même via le désherbeur solaire par exemple, est diminuée. Donc au niveau environnemental, il y a une multitude d'avantages. Au niveau économique, je le disais, c'est vrai que ça a certains coûts, mais ça peut être compensé par des achats groupés par exemple, notamment le Véris avec Appligère est une belle illustration. Et de nouveau, voilà, si ça simplifie la vie, on finit toujours par trouver des solutions au niveau économique. Et le troisième pilier durabilité qui n'est pas à négliger, et on en a beaucoup parlé, c'est au niveau social. Et donc là, on a vu que ça pouvait nous apporter des gains de temps quand c'est bien utilisé. Et ça, on en est toujours preneur vu nos agendas chargés. Voilà, les stations météo connectées, par exemple, ne plus devoir faire le déplacement pour aller voir, c'est vraiment précieux. Sur l'aspect communication, évidemment, c'est un aspect social à ne pas négliger. Et de nouveau, que ce soit en interne ou en externe, c'est vraiment primordial. Et puis, le dernier point, et je l'ai pris pour appuyer ce point-là, c'est vraiment au niveau confort de l'agriculteur, que ce soit la conduite du GPS. Maintenant, c'est très répandu. Ça nous paraît même bizarre quand on passe dans les champs et qu'on voit une ligne qui n'est pas semée au GPS. Donc voilà, c'est un grand confort. Beaucoup moins de trajets. Oui, la gestion de l'irrigation. Et puis, le confort psychologique d'avoir un métier dont l'image est un petit peu redorée, l'image positive du secteur. L'utilisation du numérique, je pense, ne doit pas être exclue de notre secteur. Et effectivement, on peut apporter beaucoup aussi en termes d'image positive. Donc, je ne sais pas, Guillaume, en termes de conclusion, si tu as autre chose à rajouter, mais... Très simplement, donc oui, voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est tout à fait au début de cette transition numérique, donc il n'est absolument pas trop tard pour s'y intéresser, pour évoluer avec. Mais par contre, ce qu'on est à peu près sûr, c'est que ça fera partie de l'agriculture de demain. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de s'y intéresser. Donc il faut en discuter avec son concessionnaire, avec son vétérinaire, ses différents techniciens qui viennent à la ferme, donc pour un petit peu partager des solutions qui sont pertinentes dans le cadre de notre ferme, puisque toutes les fermes sont fort diversifiées. Maintenant, ce qui me semble important au niveau matériel, donc voilà, il ne faut pas changer de tracteur uniquement pour avoir le guidage ou la connexion JD-Link chez John Deere, donc la connexion téléphone pour remplacer la clé USB. Maintenant, dans le cadre d'achat d'un nouveau matériel, même si on n'est pas encore vraiment un grand utilisateur du numérique, je pense qu'il est très intéressant, vu que le matériel, on l'achète souvent pour plusieurs années, de bien s'informer et de ne pas avoir peur à investir dans ces technologies-là, même si c'est des petites options, quitte à prendre des abonnements par la suite, parce que pour moi, ça fera partie de demain. Donc il y a différents exemples, comme la communication entre les machines. Aujourd'hui, ça commence à se standardiser quand même avec le système Isobus. Donc ce sont toutes des choses auxquelles il faut s'intéresser, et ça va venir petit à petit, puisque le numérique fera partie de l'agriculture de demain. Et comme voilà, c'est nous qui faisons partie du paysage agricole, donc nous sommes les agriculteurs de demain aussi. Donc l'offre devrait tout doucement s'accorder avec les besoins, parce que voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Oui, c'est certain que chacun doit avoir ses propres affinités, ses propres applications au sein de son exploitation en fonction de ce qui lui parle et en fonction de ce qui est applicable chez lui. Il existe tellement de solutions que si on s'y intéresse, on finit toujours par trouver celle qui convient. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est un souci aussi pour les créateurs d'applications de répondre à cette demande. Et donc je pense que ça va se mettre de plus en place. Enfin, quand je prends mon cas, j'ai déjà utilisé des programmes de gestion au niveau de l'agriculture, et puis j'ai dû abandonner parce que ça ne correspondait pas à mon système d'utilisation, et que les solutions qui existent aujourd'hui, donc 5 ans après, sont beaucoup plus développées, beaucoup plus faciles. Et comme Caroline nous disait, il faut que ça amène un plus au niveau de la ferme, donc que ça nous facilite la vie, parce que si c'est pour noter une fois sur votre téléphone puis une fois dans le carnet, ça ne sert à rien.
Donc voilà. Et donc c'est ça que mais bon, ça évolue très vite, donc les solutions pertinentes vont être de plus en plus nombreuses à disposition des agriculteurs. Eh bien, merci. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos témoignages. Merci à tous les trois d'avoir consacré du temps pour venir nous parler aujourd'hui. Je dois effectivement pas oublier, évidemment, de dire qu'était prévu au programme Madame Durand, secrétaire générale ad intérim de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Malheureusement, elle était à Genève. Elle devait se connecter via le numérique. Et comme quoi... tout ne marche pas toujours comme on le souhaite. Mais voilà, les petits soucis techniques ont fait qu'on n'a pas pu se connecter avec elle. Mais voilà, on retrouvera certainement une solution pour essayer d'avoir son expertise et pour la partager avec vous, éventuellement par la voie presse notamment. Si jamais également, vous qui nous suivez, qui nous écoutez, vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à l'Union des agricultrices wallonnes par mail, qui se feront certainement un plaisir de les transférer à nos deux agriculteurs et à Sébastien, et qui pourra y répondre par retour de mail. Alors, voilà, je vous remercie bien aimablement, et nous allons maintenant passer la parole, nous allons accueillir maintenant nos deux ministres de l'Agriculture. Merci beaucoup. Merci. Alors nous revoici avec, comme prévu, nos deux ministres ayant l'agriculture dans leurs compétences. Messieurs, bonjour. Bonjour. Monsieur Borsu, vice-président et ministre régional de l'économie, du commerce extérieur, de la recherche, de l'innovation, du numérique, ça tombe bien, de l'aménagement de territoire, de l'agriculture, de l'EFAPM et des centres de compétences. Et monsieur Clarinval, ministre fédéral des classes moyennes, des indépendants, des PME, de l'agriculture, des réformes institutionnelles et du renouveau démocratique. Je les ai tous faits. Alors merci en tout cas pour votre présence. Monsieur Borsu, vous avez le numérique et l'agriculture dans vos compétences. Ça tombe bien, nous sommes avec les agricultrices et les agriculteurs et nous parlons du numérique. Alors comment pouvez-vous faciliter l'introduction du numérique dans nos exploitations agricoles ou, dit autrement, aider nos agriculteurs à s'approprier le numérique ? Voilà, bonjour à toutes, bonjour aussi aux collègues, bonjour Geneviève, bonjour Isabelle et à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Je pense qu'effectivement, et le débat précédemment l'a bien montré, je pense que le digital, le numérique peut apporter beaucoup aux exploitations, à la fois en termes de gestion de celles-ci, donc de rentabilité, de facilitation aussi de la décision d'une part, mais aussi du travail agricole, et par ailleurs en termes d'impact sur l'environnement, notamment en termes d'impact environnemental. Le but de la région est tout d'abord de mettre des outils à disposition. C'est ainsi qu'avec la SBL que nous avons créé avec l'agence du numérique, WAL DigiFarm, le but est effectivement de former les gens, de les informer tout d'abord concernant les dispositifs, les outils, l'apport du numérique. Que cela concerne l'élevage, on connaît bien sûr les robots de traite et d'autres éléments de cette nature-là, mais la connaissance des données est très très importante. La connaissance de l'animal, de son rythme,
rythme de son alimentation, de sa réaction, de son comportement. Vous savez qu'on mesure maintenant le déplacement, on peut mesurer en tout cas le déplacement des vaches notamment, mesurer aussi à travers la connaissance de toutes ces données comment on peut améliorer la performance des troupeaux. Et donc pouvoir former, pouvoir équiper bien sûr, c'est un élément essentiel pour les éleveurs, pour les agriculteurs. Deux, il faut qu'à travers nos centres de recherche, à travers des aides à l'investissement, on puisse aider les technologies à devenir de plus en plus adaptées aux besoins agricoles, qu'il s'agisse de culture ou qu'il s'agisse d'élevage par exemple, mais aussi que l'on puisse aider alors à l'acquisition de ces données, dans la mesure où effectivement ça représente un coût et il faut que celui-ci soit assumable, absorbable par l'exploitant. Je pense aussi qu'on doit pouvoir s'inspirer de ce qui existe à la fois en démonstration, dans l'un ou l'autre centre de recherche, parfois de ce qui existe à l'étranger, pour pouvoir se dire on ne doit pas rater non plus en région wallonne cette évolution. Le monde de l'agriculture, vous le savez, a connu pas mal d'évolutions. La mécanisation en fut une extrêmement importante et d'autres encore. Celle-ci est aussi de nature à vraiment marquer un tournant considérable et à permettre à l'agriculture, vous savez que c'est vraiment une priorité absolue chez moi, de pouvoir aussi stabiliser, de pouvoir peut-être acquérir un certain nombre d'éléments de revenus complémentaires. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Clarinval, je me tourne vers vous. Vous avez l'agriculture, le statut social des indépendants. Je vais peut-être un petit peu sortir de la digitalisation, peut-être voir un petit peu, voilà, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux nombreuses agricultrices et agriculteurs qui nous écoutent aujourd'hui. Mais tout d'abord, globalement, il faut quand même bien se rendre compte qu'il y a deux constats qui sont faits. Le premier, c'est qu'au niveau européen, le plan de relance qui a été décidé, qui va débloquer plusieurs dizaines de milliards en Europe, et pour la Belgique, ça représente presque 6 milliards, partagés en partie pour le fédéral et en partie pour les régions. Ce plan global de l'Europe, il a deux axes, le Green Deal, mais aussi la digitalisation. Et donc, il est important, même si on n'en voit pas immédiatement l'intérêt, il est important de savoir que la tendance actuelle et la volonté de l'Europe, c'est d'aller de l'avant sur ce volet-là. Donc, qu'on l'aime ou pas, la digitalisation, on va devoir y passer. Ensuite, la crise que l'on vient de traverser au niveau Covid a démontré, peut-être pas dans le domaine de l'agriculture, c'est vrai, mais dans les domaines économiques en général, que les entreprises, les indépendants qui avaient déjà un site internet, qui avaient déjà un catalogue en ligne, qui avaient déjà des activités digitales, ont pu traverser moins mal que les autres cette crise qui nous a tous impactés. Et donc c'est intéressant parce que l'Europe le veut, mais c'est aussi intéressant parce qu'en situation de crise, ça permet d'apporter des solutions créatives. Alors pour le monde de l'agriculture, écoutez, quand on regarde avec un peu de recul, on imagine aisément que le fait de pouvoir utiliser par exemple des drones pour pulvériser de manière plus spécifique les endroits des champs qui sont attaqués, ou le fait de pouvoir utiliser le GPS pour que les véhicules puissent notamment rouler seuls dans les champs, le fait de pouvoir utiliser les satellites, de pouvoir utiliser certains robots, mais aussi tout simplement de pouvoir numériser la comptabilité, les formalités administratives, toutes ces avancées-là sont positives pour l'agriculture parce que les activités qui sont physiques ou répétitives peuvent être soulagées grâce à des robots, grâce à des accessoires numériques qui vont faciliter la tâche des agriculteurs. Et donc je pense qu'il est bon de s'inscrire dans cette tendance. Willy l'a rappelé tout à l'heure. Il y a eu déjà beaucoup de mécanisation avec le temps, mais je pense que c'est l'étape suivante. Et pour l'agriculteur, ce sera plus rentable, ce sera plus facile de pouvoir mener sa tâche à bien s'il a pu incorporer des outils numériques dans ses pratiques. Merci beaucoup. Est-ce que, Monsieur Boursier, vous avez encore peut-être quelques éléments à ajouter, compléter dans... Peut-être deux volets complémentairement. Donc, le premier, c'est
la relation avec l'administration. Il faut que, on le sait, pour les fermes, les déclarations, les formalités diverses, etc., sont des éléments de contrainte importantes et aussi de travail qui est lui-même significatif. Je pense que le fait que l'on puisse fluidifier, aider à travers l'automatisation de ce qui peut être réalisé de la sorte, de ce qu'on peut aussi déjà avoir comme données à l'administration, donc ce qui peut aider à avoir une relation qui est simplifiée avec l'administration à travers l'utilisation du canal numérique, doit à mon avis l'être et être soutenu, être favorisé. Le deuxième volet, c'est la relation aussi avec les citoyens. On sait que les citoyens, en général, la population, ont soif d'informations pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions concernant la traçabilité d'un produit, par exemple, entre le moment où il sort de la ferme, il est produit à la ferme, et le moment où il rejoint l'assiette. Eh bien, tout ce qui permet de valoriser, à travers notamment le digital, à travers Internet, le circuit, la réalité du travail agricole, la réalité des conditions du travail agricole sont aussi des éléments qui me semblent intéressants d'explorer. Donc la relation avec les autorités publiques en général, d'autre part ce volet relation avec les citoyens, avec les communautés villageoises. Vous savez qu'il y a beaucoup de questions concernant l'agriculture, il y a des dialogues qui sont dans certaines situations pas faciles. Je pense qu'on doit aussi permettre alors de mieux faire connaître à travers ces outils la réalité du monde agricole. Et de plus en plus, quand on voit les statistiques, on est à 65-67% d'agriculteurs dont on peut aujourd'hui considérer qu'ils sont raisonnablement connectés, raisonnablement familiarisés, si je puis dire, avec l'utilisation du numérique, du digital. Mais lorsqu'on considère alors les plus jeunes, ces pourcentages augmentent significativement. Donc, à travers les parcours de formation, on va aussi permettre aux personnes d'acquérir les compétences. Parce que le but, c'est pas de faire une nouvelle fracture, une nouvelle difficulté pour le monde agricole. C'est pour se dire, en plus, je dois intégrer toutes ces connaissances qui, pour certains, sont un peu éloignées. Je crois qu'on doit répondre à ça. Et l'acquisition des compétences, donc, à travers les filières de formation ou de formation continuée des agriculteurs et bien sûr des agricultrices, me semble aussi un élément très, très important. Monsieur Clarinval, je me tourne vers vous, si vous avez des compléments à ajouter ou encore quelques éléments. Je voulais peut-être insister sur le dernier point soulevé par Willy, c'est l'élément que je voulais mettre encore en avant, c'est qu'en effet, ça peut faire peur, de prime abord, l'intelligence artificielle, la digitalisation. On a parfois l'impression qu'on est dans des films de science-fiction. Bon, moi je vais vous dire, ma pelouse, je la tonds avec un robot, et donc ça me facilite la vie puisque chaque fois que je rentre chez moi le soir, la pelouse est bien tondue. Je n'ai pas dû apprendre à faire fonctionner le robot, c'est tout simplement une petite machine qui tourne toute seule. Et donc je crois qu'il faut avoir cette vision-là. La technologie, il ne faut pas nécessairement la maîtriser comme des ingénieurs, il ne faut pas nécessairement la pratiquer de cet angle-là, il faut se dire que c'est un outil, ce sont des outils qui vont être mis à disposition pour pouvoir faciliter la vie. Et donc il faudra se former, bien sûr, mais il ne faut pas avoir peur. Je crois que ça peut se maîtriser de manière assez facile, moyennant un peu de travail, mais cela facilite vraiment la vie. Les tâches répétitives, les tâches rébarbatives, les tâches physiques peuvent être vraiment facilitées grâce à ces nouvelles technologies. Donc, un peu de formation et un peu de curiosité permettront, me semble-t-il, de pouvoir intégrer tout ça. Messieurs, merci beaucoup. Merci, merci en tout cas pour votre présence sur le plateau et vos interventions respectives. Il me revient maintenant la lourde tâche d'essayer de résumer cette matinée. En tout cas, de retirer quelques éléments des interventions des orateurs précédents et de vos interventions, messieurs. J'ai retenu, Sébastien nous en a parlé, j'ai retenu en tout cas un élément important, c'est la coopération éventuelle, ou en tout cas la collaboration des agriculteurs pour essayer de mutualiser leurs données, les données agricoles dont ils ont la possession chacun. Je pense que ça, c'est un aspect qu'il va falloir travailler, et heureux que World DigiFarm travaille effectivement là-dessus, parce que c'est quand même une grosse inquiétude de la part des agriculteurs de savoir, ce sont des données qui nous sont propres, on paye pour les avoir, pour les collecter, et on veut les garder, et en tout cas ne pas
ça puisse être utilisé à des fins dont on ne souhaiterait pas. Bien, voilà, la coopérative, je retiens en tout cas que pour moi c'est quelque chose qui permettrait justement de donner ces garde-fous. Du coup, je rebondis un petit peu sur votre intervention, Monsieur Borsu, avec l'administration. Et effectivement, ça fluidifie, tous ces outils fluidifient les données, les travail administratif et les données qu'il faut encoder au niveau de l'administration. A contrario, et là je reprends ma casquette un petit peu syndicale, à contrario, on sait parfois que certaines données qui sont collectées par l'administration sont utilisées à des fins pour lesquelles elles n'étaient pas initialement destinées. Hein, on collecte à une fin bien spécifique et puis après, l'administration se rend compte qu'elle a une multitude de données qu'elle va pouvoir exploiter et qu'elle exploite comment. Ça est arrivé malheureusement qu'on l'exploite avec une taxation par exemple, hein, parce qu'on se rend compte que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Donc ça arrive, mais il faut le savoir. Donc il faut garder ça à l'œil. Je retiens des interventions de nos deux agriculteurs. D'abord, la multitude d'outils qu'ils utilisent, les exemples, et c'est toujours intéressant d'avoir des échanges de bonnes pratiques comme ça et des bons tuyaux, hein, parce que je pense que les agriculteurs ont besoin de savoir un petit peu qui utilise quoi et pourquoi faire. Ça donne des idées. Après, un petit peu de tests. Hein, on fait travailler le fiston ou la fille, parce que ça, ce sont des outils effectivement que nos étudiants, hein, nos enfants étudiants sont en train eux aussi d'appréhender et d'utiliser en outrance avec la situation telle qu'elle existe. Et donc voilà, tous ces échanges de bonnes pratiques doivent pouvoir aussi continuer en tout cas à se faire au travers de formations, de séances d'infos, de groupes d'échanges. Voilà, ça ce sont des choses qu'il va falloir faire perdurer, parce que la formation, ce n'est pas uniquement la formation au sens strict, un cours ex cathedra un peu rébarbatif, c'est aussi des échanges d'expertise, des petites formations entre pairs, comme on appelle. C'est toujours comme ça qu'on apprend le mieux et qu'on appréhende beaucoup mieux les outils. Et j'aimais bien la conclusion de nos deux agriculteurs. Notre futur sera naturel, plus naturel, technologique et collaboratif. Collaboratif est un mot qui moi, me plaît énormément, parce que je pense que vraiment demain, c'est vers ça qu'il faut aller. Le numérique, oui, mais le faire ensemble, ce sera encore mieux. Et puis, je ne voudrais pas non plus passer outre le fait que voilà, la situation que nous avons vécue il y a 1 an maintenant, hein, le confinement que nous avons vécu, nous a fait faire un littéral bond technologique. Je pense que Sébastien nous le disait en off, hein, on a gagné 10 ans. Hein, on vient de faire sur une année, on a fait 10 ans de bond technologique. Il nous appartient maintenant, et on le voit, hein, on est en train de faire une assemblée en virtuel alors qu'on était habitué à se retrouver à l'espace Sangor pour ce genre d'assemblée. Il nous appartient maintenant de pérenniser tout ce qu'on a réussi à mettre en place cette année-ci et de poursuivre en tout cas cette implémentation, cette mise en œuvre dans les exploitations agricoles, avec la petite nuance qu'il y a encore des zones, hein, on est avec un public agriculteur, les agriculteurs sont dans des zones rurales, il y a encore des zones qui malheureusement en termes de couverture numérique ne sont pas encore optimales. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut savoir, encore des éléments sur lesquels travailler à l'avenir. Je pense que moi j'ai fait le tour. J'ai fait le tour des principales idées que j'ai retenues. J'en ai certainement oublié, mais je vais laisser Geneviève, notre présidente, faire la petite conclusion finale de la journée, de la matinée. Mais moi, je voudrais dire que l'agriculture, bien sûr, elle a toujours évolué. Hein. C'est un acquis qu'on a en nous. On a toujours progressé. Et le numérique, c'est aussi la voie de la modernité qui se poursuit. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que nous conclurons définitivement, bien sûr, cette matière, parce qu'il est très vaste. Et quelle agriculture numérique? Nous allons, au niveau de l'UAW, évidemment, pendant les mois à venir, fonctionner avec nos agricultrices pour avoir des formations continues dans le domaine, parce que, comme disait Isabelle, effectivement, il y a encore des personnes qui ne maîtrisent pas, et c'est malheureux, parce que, bon, beaucoup montent dans le train, mais tout le monde n'y est pas encore dans ce train de cette modernité numérique. Alors, nous sommes des femmes de terrain, donc on va s'y atteler, effectivement, et il est naturel pour nous de comprendre ces outils, parce que quand on ne les maîtrise pas et qu'on ne comprend pas, mais pour certaines, c'est difficile, et donc nous allons amener tout cela sur la table, toutes ces fonctionnalités au niveau de ces outils. Comme l'a si bien dit une de mes vice-présidentes, Dominique, dans son édito du mois de mars,
elle reprenait en fait la conclusion de M. Thierry Geerts, qui est le directeur de Google Belgique et qui est auteur du livre Homo Digitalis, et dans lequel il analyse les dangers et les opportunités de la révolution digitale. Et il disait ceci: la technologie est neutre et c'est à l'homme qu'il revient de l'utiliser en connaissance de cause. Si nous saisissons cette opportunité, la digitalisation pourra nous rendre plus heureux, nous permettre de bénéficier de plus de temps pour exercer notre créativité et améliorer nos connaissances, de réaliser ce qui est réellement important pour nous. Nous deviendrons plus humains et l'homo digitalis remplacera l'homo sapiens. Messieurs, mesdames, chers amis agricultrices, je vous remercie pour votre présence virtuelle, malgré le petit incident qui s'est passé. Et vous aurez sans doute beaucoup de questions que vous pourrez poser par après à nos intervenants qui sont disposés à vous répondre. Je remercie également Isabelle de nous avoir consacré du temps, malgré son travail incessant pour nous défendre au quotidien, et donc également mes coordinatrices qui ont préparé ce congrès, et aussi, messieurs les ministres, d'avoir eu l'obligeance d'être parmi nous et de consacrer du temps. Merci, et au plaisir de se retrouver, j'espère en vrai et en présentiel, et que chacun prenne bien soin de lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, merci.